Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire avec pour commencer une étape du tour du monde d'Amancio Sampaio. On explore aujourd'hui les conséquences de la consommation de viande au niveau planétaire et les leviers à activer pour en réduire l'impact. Pour notre débat, c'est un nouveau binôme d'entrepreneurs pour la planète que je recevrai, le mentorat au service de la transition écologique, de la lutte contre le réchauffement climatique et pour la défense de la biodiversité. On va parler de collecte et de recyclage de mégots de cigarettes. Et puis dans Smart Ideas, vous découvrirez Ubique, plateforme numérique pour accompagner et former les équipes terrain. Voilà pour les titres, on a 30 minutes pour les développer. C'est parti. Le tour du monde d'Amancio Sampaio. Bonjour Amancio. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous retrouver sur ce plateau. Vous êtes consultant en stratégie d'entreprise. Vous partagez avec nous votre expérience d'ancien PDG pour décortiquer les mutations de nos modes de consommation. Alors, on va parler de viande aujourd'hui et on commence peut-être par un constat sur l'impact de l'industrie agroalimentaire. Oui, l'industrie agroalimentaire, comme on le sait, elle est vitale. Par contre, elle a un grand impact environnemental. C'est environ 25% de toutes les émissions des gaz à effet de serre. C'est la moitié de la surface habitable de la planète. Donc on voit la dimension de l'impact et il faut absolument, donc il y a urgence de travailler d'un côté sur la production, la transformation, la logistique de l'industrie alimentaire et aussi sur l'évolution des habitudes alimentaires pour réduire l'impact environnemental. En même temps qu'on peut assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population de la planète. Alors, quels sont les produits alimentaires qui ont le plus d'impact carbone, les plus émetteurs ? Vous n'allez pas me surprendre. Quand on parle de l'impact de l'industrie alimentaire, les clairs vrais méchants de l'histoire, c'est la viande et les produits laitiers. D'accord. Et pour cause, parce qu'à eux seuls, c'est 15% de toutes les émissions de gaz à effet de serre, c'est 60% des émissions de toute l'industrie alimentaire. Ça correspond à 3 milliards de tonnes de CO2 par année. Pour regarder de notre perspective, une vache, elle produit l'équivalent à 3 tonnes de CO2 par année, ou environ 500 litres de méthane par jour. Donc, en plus de ça, il y a l'utilisation de terrain, de l'eau, de fertilisants, de produits agricoles, de soins médicaux, vétérinaires, ça fait que l'impact, il est très significatif. Et à l'inverse, si on regarde les aliments à base de plantes, à quel point leur impact est plus faible ? On peut dire, en fait, les études vont dire que les produits alimentaires à base de plantes, ça correspond à environ 10 à 50 fois inférieurs à la viande. Donc c'est significatif, c'est pour ça qu'il faut faire évoluer les habitudes alimentaires. Nous avons discuté lors d'autres chroniques aussi l'évolution de l'industrie agroalimentaire pour donner des alternatives crédibles aux produits laitiers et à la viande. Par contre, en revanche, et maintenant, juste en avant la saison estivale des barbecues, c'est que je voulais vous proposer des traités aujourd'hui, Thomas. C'est vraiment, est-ce que c'est possible de réduire l'impact environnemental de la filière de la viande ? Et pourquoi ? Parce que la demande, elle est toujours croissante, malgré tout ce qu'on vient de discuter. Et je crois que cette demande, elle va continuer soutenue dans plusieurs années à venir. Oui, la demande, elle existera longtemps. Il y a encore des décennies de consommation de viande devant nous. Donc la question, c'est la réduction de l'impact de la filière. Est-ce que c'est possible de réduire cet impact ? La réponse est oui. Il n'y a pas de fatalité là-dessus. Il est possible de travailler sur la façon comment la viande elle est produite et aussi avec l'utilisation des nouvelles technologies. Tout d'abord, on peut travailler sur la productivité et l'efficacité de l'opération en optimisant les terrains qu'il y a utilisés, en améliorant les soins vétérinaires et aussi en travaillant sur l'efficacité de l'alimentation pour que les aliments de bétail soient mieux digérables ou bien avec une amélioration qualitative du pâturage. Voilà, exactement. Ensuite, il y a l'optimisation de la gestion du fumier, que ce soit pour compenser une réduction de l'utilisation de fertilisants ou bien dans la production de biogaz. D'accord. Est-ce qu'on peut aider, parce que le constat que vous faisiez sur une vache qui génère 500 litres de méthane par jour, est-ce qu'on peut les aider, je mets des guillemets, à émettre moins de méthane ? Voilà, oui. Aujourd'hui, il y a déjà des
technologie avec des inhibiteurs qui vont réduire la production de méthane qui, en fait, il est produit dans la digestion de ces ruminants. Oui. En fait. Donc, ça donne quoi, ces inhibiteurs? Quels résultats? Voilà, ces inhibiteurs, ils peuvent, selon les études disponibles aujourd'hui, avoir des réductions de 20 jusqu'à 98% des réductions de la production de méthane. Est-ce qu'il y a un impact sur la santé? Parce qu'on n'a pas parlé de bien-être animal encore. Oui, non, absolument. Ça, c'est les pendants. En fait, il faut avoir la réduction de méthane et assurer aussi la santé animale. Parce que aussi, par conséquent, c'est la santé humaine et aussi la productivité, parce qu'il y a toujours l'équation économique derrière ça. Donc vous nous dites des réductions de 20 à 98%, moi ça me semble très étonnant. Est-ce qu'on peut donner des exemples d'entreprises qui travaillent déjà là-dessus? Oui, bien sûr. Je crois qu'on peut montrer déjà une solution qui est bien établie, que c'est un inhibiteur qui s'appelle Bovaer de la société néerlandaise DSM, qui en fait, c'est qu'il va supprimer une enzyme qui est dans l'estomac de la vache et qui permet la création de méthane. Donc, ça réduit la création de méthane dans la digestion avec des réductions estimées entre 30 et 45% de méthane. Ce produit, il est déjà bien validé scientifiquement, il est approuvé pour utilisation, il est déjà utilisé dans la communauté européenne et dans plusieurs autres pays. Donc il y a eu une autorisation de mise sur le marché sur ce produit-là déjà. Donc, première alternative. Il est déjà en marche, il y a d'autres. Il y a par exemple aussi, c'est intéressant de montrer qu'il y a un vrai engouement en fait, de l'industrie aussi de trouver des solutions pour la filière. Un autre supplément alimentaire a été développé par une start-up suédoise, pour mentionner quelque chose d'un peu plus différent, qui s'appelle Volta Green Tech. Et c'est là, selon les résultats des études préliminaires, ça montre des réductions qui vont jusqu'à 90%. Ça utilise... Toujours des émissions de méthane. Toujours des émissions de méthane, ces réductions. Et ça utilise des algues rouges pour ces produits. Ce qui est intéressant, c'est que cet inhibiteur, il a été utilisé déjà dans une échelle de tests de marché en collaboration avec une entreprise qui s'appelle qui s'appelle Protos, une industrie alimentaire, avec la chaîne supermarché Coop, et ils ont mis à commercialisation une marque de viande qui utilisait ces suppléments alimentaires qui s'appelle Lomé, que c'est une abréviation pour low en méthane, c'est-à-dire bas en méthane. Donc on peut déjà en Suède consommer de la viande low méthane, quoi. Voilà, et c'est que c'est intéressant, c'est que ça donne un critère objectif pour les consommateurs d'identifier et de choisir une viande qui a un impact positif. Donc vous nous dites pas positif, mais moins impactant. On a bien compris. Donc vous nous dites que les solutions existent. Maintenant, la question, c'est comment inciter les producteurs, les éleveurs de bovins à basculer vers ce modèle-là? Oui, ça c'est une bonne question. Je crois qu'une piste, en fait, c'est en général, toutes les industries ont chaque fois plus d'obligations accrues de transparence dans leur impact environnemental. Et ce qui va se passer, c'est que les entreprises qui achètent et qui revendent de la viande, parfois sont des géants des multinationales, ce qu'ils vont avoir, c'est pas besoin seulement de montrer la transparence sur leur empreinte carbone soi-même, mais aussi de toute leur chaîne d'approvisionnement. Et c'est là où, lors de la négociation de contrats avec leurs fournisseurs, ils vont devoir de plus en plus encourager les producteurs à migrer à des pratiques qui ont moins d'impact environnemental, sous peine sinon d'avoir leur contrat substitué par un autre concurrent qui a une empreinte moins importante. Ceci dit, il va falloir vraiment faire attention de quels sont les moyens de financement pour les producteurs de faire cette transformation vertueuse, parce que déjà, les producteurs de viande, ils travaillent en général avec des marges déjà bien compressées. Donc là, on est dans le scope 3, ce que vous nous décrivez. Voilà, c'est vraiment ça, c'est des géants de l'industrie agroalimentaire qui ont déjà fait les efforts sur leur scope 1 et 2, qui vont devoir, ou qui en font déjà sur le scope 3, et qui donc vont inciter les producteurs à aller vers ce type de solution. C'est ce qu'on peut imaginer. Voilà, c'est ça que c'est très intéressant, et c'est là où le gouvernement il a vraiment un rôle à jouer. On voit la SEC aux États-Unis qui a déjà implémenté certaines règles qui vont être valables aussi au niveau européen. C'est-à-dire on a un cadre de transparence de son impact environnemental. Donc aujourd'hui aussi, les investisseurs et les marchés vont regarder pas seulement la génération de profits, la santé financière, mais aussi l'impact environnemental.
Et c'est là, ça met une pression d'abord dans les industries et ensuite, justement avec les scopes de 3, d'y aller dans toute sa chaîne d'approvisionnement. Bon, vous mangez de la viande? Oui, toujours, mais modérément. Moins qu'avant, on est dans le même cas. Merci beaucoup, Amancio. C'était passionnant de partager votre expérience pendant toute cette saison et à très vite sur notre antenne et dans ce Smart Impact. On passe à notre débat, un binôme d'entrepreneurs pour la planète. Je vous les présente tout de suite. Entrepreneurs pour la planète, c'est une association d'entrepreneurs qui œuvrent pour la transition, la transformation environnementale des hommes, des femmes, dirigeants expérimentés qui accompagnent des porteurs de projets à impact. On parle évidemment de mentorat et l'idée c'est de maximiser leurs chances de succès. Vous savez, on en reçoit des binômes depuis plusieurs mois dans cette émission. En voilà un nouveau, je suis ravi d'accueillir Mathieu Berthaud. Bonjour. Bonjour Thomas. Bienvenue, vous êtes directeur général de Mon Partenaire Patrimoine et Alexandre Perret, bonjour. Et bienvenue à vous aussi, le cofondateur, directeur général de Smoky. On commence par des questions de présentation. Mon Partenaire Patrimoine, c'est une entreprise assez jeune aussi. Oui, c'est ça, qui a été créé au moment, juste après, en fait, entre les deux confinements. Oui. Donc un moment parfait pour faire bouger les lignes dans le conseil en gestion de patrimoine, avec une approche à la fois hybride entre de l'audience en ligne qui vient notamment de notre média toutsurmesfinances.com, qui est convertie ensuite en conseil en gestion de patrimoine, donc pédagogie, information, conseil, de manière assez classique comme il en existe sur le marché. Alors, votre entreprise est jeune, vous aussi, mais le mentor, c'est vous dans le binôme. Vous apportez quoi, une vingtaine d'années, 25 ans d'expérience dans quel secteur, dans quel domaine? Oui, alors effectivement, j'ai été longtemps salarié, depuis à peu près 25 ans sur ce secteur de la gestion de patrimoine. J'ai eu la chance de rencontrer mes associés pour lancer ce projet entrepreneurial et très vite, au travers de l'association Entrepreneurs pour la planète, on m'a sollicité pour être mentor sur un projet. Donc j'ai trouvé la démarche hyper intéressante, nouvelle, et on n'arrête jamais d'apprendre. Et effectivement, le fait de croiser nos expériences respectives, moi en tant que jeune entrepreneur, et également Alexandre et Stéphane en tant que jeunes entrepreneurs et jeunes tout court, c'était une très bonne expérience. Alors justement, vous allez nous présenter Alexandre Perret, Smoky. Vous l'avez écrit il y a 3 ans, vous aussi, exactement ça. avec Stéphane Petrovic. C'est quoi le principe de Smoky? Alors Smoky, c'est une entreprise de collecte et de recyclage de mégots. Okay. Donc on va venir installer des cendriers devant les entreprises, les écoles, les musées, etc. Collecter les mégots, puis les recycler. En fait, il faut savoir que le mégot, qui est le premier déchet mondial, est principalement composé de plastique, donc de l'acétate de cellulose. Et ça, on peut venir le recycler, donc en bobine 3D, en mousse isolante, en plaque plastique, on peut en faire plein de choses. Et voilà. On peut commencer par le constat de la pollution. Vous dites premier déchet mondial, avec quels effets? Alors, un seul mégot, ça pollue 500 litres d'eau. Donc, on ne se rend pas bien compte, mais les chiffres sont assez vite fous. C'est le premier polluant des océans, par exemple. Rien qu'à Paris, il y a 10 millions de mégots qui sont jetés par jour par terre. Donc voilà, on va venir agir là-dessus. Quand on parle de microplastique dans l'océan, souvent c'est des mégots. Enfin voilà, là on est vraiment dans la pédagogie. Exactement, exactement. Il y a un peu plus de 10% des microplastiques dans l'océan qui proviennent des mégots. Et en plus de ça, il y a tous les polluants, donc kérosène, etc., qui sont présents dans le mégot de cigarette, qui vont venir polluer ces océans. Alors on rentre dans le détail de ce binôme qui a été créé il y a 1 an. Pourquoi de votre côté, Alexandre, vous vous êtes dit ça nous intéresse, parce que vous êtes 2 à avoir fondé Smoky, d'avoir un mentor? C'est toujours important d'avoir un avis extérieur, encore plus de quelqu'un qui a de l'expérience. Et voilà, avoir un regard qui va venir nous aider sur des sujets importants, des sujets plus business, etc. Et c'est quand même très important. Et vous, Mathieu Berthaud, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Smoky? Parce qu'en général, Entrepreneurs pour la planète, c'est plutôt les mentors qui choisissent les entreprises qui vont accompagner, c'est ça? Oui, alors c'est vrai que c'est ce que la plateforme propose, Entrepreneurs pour la planète. Sur le papier, j'ai trouvé le projet très impactant, et puis quand on s'est rencontrés, ça a matché directement. J'ai trouvé qu'ils avaient vraiment une très bonne vision du sujet, au-delà de l'urgence, effectivement, comme l'indique Alexandre, qui est très marquante. Dès qu'on rentre dans le sujet, en fait, on voit la vision qu'a Smoky, et de pouvoir notamment dire, au-delà de recycler, qu'est-ce qu'on peut apporter. Demain, on va peut-être moins produire ex nihilo, on va plus transformer des choses qui ont déjà été utilisées. L'acétate de cellulose qui est contenu dans le mégot de cigarette,
on peut en faire des bobines 3D, des plaques de plastique vertueux. Ouais. Et j'ai trouvé ça très intéressant dans la dimension vision entrepreneuriale. Puis après, moi, je suis arrivé avec quelques questions un peu de béotien. Alors, oui, justement, ça m'intéresse de savoir comment vous les avez titillés, un peu, je sais pas, challengés peut-être sur le modèle économique, sur, j'en sais rien, le nom, etc. Sur quoi vous êtes allé les chercher? Sur le nom, parce que j'ai dit, mais Smoky, c'est très rapport à la cigarette, mais votre vision, c'est d'aller plus loin. Vous voyez l'étape d'après. Alors ça, c'était plus pour l'entrée en matière, mais effectivement, ils avaient un projet de levée de fonds par rapport à leur niveau de chiffre d'affaires. En regardant, je me disais, mais là, la marche à franchir, alors avec un vrai projet de construction d'une micro-usine, etc., vraiment quelque chose de très abouti. Moi, ma question, c'était de dire, est-ce que vous ne pouvez pas développer davantage votre chiffre d'affaires pour que la marche à franchir et les fonds à apporter fassent peut-être moins peur à des investisseurs potentiels et moi, ce que j'ai senti, c'est qu'ils avaient encore un potentiel commercial à développer. Puis ils m'ont dit de manière très franche que c'était pas trop leur partie. Moi, c'est plutôt la mienne. Donc on a un petit peu échangé là-dessus et ça se passe plutôt très bien d'ailleurs. Alors on est à quel rythme d'échange? Et alors justement, ce premier contact, finalement, c'est un peu stratégique, ces premiers conseils stratégiques. Qu'est-ce que vous en avez fait? Double question, le rythme d'échange d'abord. Le rythme d'échange, on se voit à peu près tous les 3 mois. Oui. Toujours au restaurant au déjeuner. D'accord. Souvent, on est plus disponible et c'est toujours sympa. C'est vrai que c'est aussi une relation humaine, c'est pas Bien que sûr. du business. On parle aussi de nos vacances, de nos vies, etc. Bien sûr. Ouais. Et tous les aspects qu'il a mis en avant, on a... Alors vous avez gardé le nom quand même? Oui, on a gardé le nom pour l'instant. Oui. On va le garder. Et Sur la levée de fonds? Et sur la levée de fonds, on l'a écouté. On n'a pas fait de levée de fonds et au final, c'est tant mieux parce qu'on a réussi à développer notre chiffre d'affaires et au final, on va peut-être pouvoir avancer sans levée de fonds et garder 100% de Smoky. Ouais. Alors on y reviendra notamment sur cette micro-usine. J'ai envie de savoir où vous en êtes, mais ça marche dans les deux sens. C'est ça qui est passionnant dans ce que propose l'association Entrepreneurs pour la planète, c'est-à-dire que ça nourrit aussi le mentor, parce que là, votre business, on n'est pas au cœur des... Quoique, sur le patrimoine, la finance, on y vient. Mais en quoi ça vous nourrit justement sur les enjeux de transformation environnementale, le fait de participer à une aventure comme celle-là? Alors effectivement, il y a le reverse mentoring, de rencontrer des personnes qui ont un parcours, une approche plus d'ingénieur que la mienne, par essence. Ça déjà, ça nourrit en termes de rencontres humaines. Et puis, j'aime bien les analogies entre les industries. Effectivement, l'industrie financière en gestion de patrimoine, je dirais, est au début de beaucoup d'éléments à transformer encore. Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais on est loin du poteau, clairement. Et là-dessus, comme on est sur de la contribution pas trop matérielle, mais plus immatérielle, traduire des engagements RSE, on peut le faire. On choisit nos fournisseurs sur un critère de zéro papier. Tout doit être dématérialisé, par exemple. Ce sont des petits éléments. Et pouvoir contribuer à un échange, à un projet plus tangible, c'était aussi pour moi, et c'est pour moi un élément qui est très nourrissant en termes intellectuels. Mais alors, venons à votre cœur de métier, parce que est-ce qu'il y a de plus en plus de vos clients qui intègrent cette dimension de l'impact environnemental ou sociétal, d'un investissement dans leur réflexion? Alors, comme ça, de manière spontanée, pas forcément. Même de manière assez surprenante, assez peu. Un peu plus dans les nouvelles générations, mais il n'y a pas un énorme, une différence fondamentale. Il faut apporter le sujet. Il faut aussi dire, c'est possible de faire. Ok, peut-être que je vais chercher le meilleur rendement, une exposition au marché limitée, mais la dimension extra-financière, aujourd'hui, on commence seulement à avoir des outils pour la qualifier et pour l'orienter ensuite vers des véhicules de placement qui permettent de mesurer, si je mets 100 €, ok, ces 100 € ils sont dispatchés comment, ils contribuent à quoi précisément? Et là, on manque encore des outils de mesure. Certains arrivent à le faire, une société comme DNCA Finance, qui est d'ailleurs aussi membre d'Entrepreneurs pour la planète, arrive à le faire. Je pense que ça participe de cette pédagogie. Oui, effectivement. Alexandre Perret, cette micro-usine, alors, on en est où? Elle est ouverte? Elle va ouvrir? Elle va ouvrir, on espère courant septembre-octobre. Le but, en fait, c'est même pas vraiment juste une micro-usine, on est vraiment en train de créer une filière entière de recyclage, donc de recyclage de mégots en bobine 3D. Il nous manque encore quelques partenaires clés. Surtout sur le rachat de nos bobines. On aimerait bien faire quelque chose qui a du sens,
Et voilà. Donc, Mais ce que j'entends, c'est de pas forcément les revendre à n'importe qui, c'est ça exactement. Le ouais. but, c'est on est quand même dans l'aspect recyclage, etc. On veut pas que ces bobines, elles servent à n'importe quoi. D'accord. Et on aimerait bien, oui, trouver un partenaire Mais ça veut dire que clé. quand vous créez Smoky, vous êtes conscient qu'il n'y a pas de filière, en fait. C'est Ou il y en a une toute petite, ça existe un tout petit peu, c'est balbutiant. En fait, on a créé la filière avec plusieurs acteurs à la création de Smoky. Oui. C'est vrai que la majorité des acteurs ont investi énormément en recherche et développement au départ, parce que c'était tout nouveau. On savait que c'était de l'acétate de cellulose, on savait qu'on pouvait le recycler, mais on n'avait pas encore conscience qu'on pouvait en faire autant de choses. Et oui, du coup, la filière est toute nouvelle, elle a à peu près 3 ans. Ce qui existe déjà, surtout, c'est du rembourrage de coussins, de doudounes, etc. Ouais. Et voilà. Ce qui est déjà une seconde vie et c'est super pour ces mégots de cigarettes. Je rappelle qu'on part de mégots de cigarettes, qui est le premier déchet mondial, vous nous le disiez. Et pour sourcer les matériaux, comment vous récupérez les mégots? Là aussi, c'est des partenariats dans quel univers? Comment vous faites? C'est vraiment notre entreprise qui fait tout. Oui. En fait, on propose le package complet, on installe des cendriers qui sont faits en France. Ça, c'est des partenaires qui les font, bien sûr, on n'est pas une tôlerie. On installe des cendriers qui sont sur mesure aux couleurs des entreprises. On collecte les mégots. C'est Smoky qui collecte les mégots. Okay. Et par la suite, on va les recycler. Donc, pour vous faire une petite idée, je ne sais pas si j'ai le temps, mais un mégot, c'est du papier, du tabac, de la cendre et un filtre. Ouais. Le papier, le tabac, la cendre, c'est déjà biodégradable. On peut en faire de l'engrais, par exemple. Et il reste le filtre qui est pollué et c'est de l'acétate de cellulose. Nous, on va venir le dépolluer via une extraction. Donc au final, c'est presque la même chose que créer des extraits de vanille ou des huiles de CBD. En fait, on va venir extraire les déchets toxiques de ces mégots. Et après, on a de l'acétate de cellulose propre. Et là, on peut en faire plein de choses, comme je disais. Et on essaye d'ouvrir une filière de bobines d'impression 3D. Un dernier mot, Mathieu Berthaud, cette étape de l'ouverture là, de l'usine, étape importante, comment vous les accompagnez? Est-ce qu'il y a un moment où vous direz, tiens, c'est peut-être le moment d'une levée de fonds, comment vous voyez la suite? Oui, moi, ce que j'essaie de percevoir, c'est la dimension industrielle, même si ça se fait par étapes, et dire là, vous avez peut-être besoin de partenaires extérieurs qui vont vous accompagner dans le projet, qui vont vous permettre aussi de franchir cette étape de manière financière, mais pas que, logistique, pour qu'ils puissent continuer à se concentrer sur ce qu'ils savent très bien faire et que cette étape ne soit pas une inertie qui leur fait perdre on va dire leur dynamique, etc. Ce qui n'est pas évident, hein, passer du stade d'artisanal très abouti au stade industriel, c'est là où on risque aussi parfois de faire les mauvais choix. Donc il est important de s'entourer. Et moi, à mon niveau, c'est pas moi qui vais les entourer, c'est plutôt de les mettre en relation avec des personnes qui sauront le faire. Parce que c'est aussi ça, entrepreneur pour la planète, c'est croiser des réseaux. Merci beaucoup à tous et bon vent à Smoky. À bientôt sur Bismart. On passe à Smart Ideas. La bonne idée du jour, elle est signée Ubik. Smart Ideas, tout de suite avec Jean-Charles Lepetit, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes vice-président chargé partenariat chez Ubik, entreprise fondée en 2007 par 3 frères, Fabrice, Avi et Gilles Hayat. C'est quoi Ubik? Présentez-nous l'entreprise. Alors Ubik, c'est le leader des solutions collaboratives pour les équipes retail. Et effectivement, la société a été créée en 2007 par 3 ingénieurs français, avec l'idée de révolutionner le quotidien de travail des équipes sur le terrain, dans les magasins et dans les restaurants. Donc on est avec une plateforme numérique? Expliquez-nous comment ça marche, Ubik. Oui, tout à fait. La mission d'Ubik, c'est de fournir un outil de travail qui soit facile d'utilisation au quotidien pour les équipes terrain. Alors les équipes terrain, c'est qui? On en a beaucoup parlé pendant la pandémie. C'est les 80% des collaborateurs des grandes chaînes de distribution, de restauration, qui travaillent, contrairement à vous et moi, plutôt en situation de mobilité, donc dans un restaurant, dans un magasin, et qui ont besoin d'avoir des outils de travail qui sont adaptés à leur quotidien. Donc on a créé une application mobile qui réunit tous les outils de communication, de formation et de gestion des tâches pour leur faciliter leur travail au quotidien. Qui sont vos clients aujourd'hui? Alors on travaille exclusivement avec des grandes marques, des chaînes de restauration et des chaînes de distribution. Donc ça peut être par exemple en France, pour citer quelques exemples, Carrefour, Lidl dans l'alimentaire, mais on travaille aussi avec Lacoste, Longchamp dans le premium et le prêt-à-porter, mais aussi avec des chaînes de restauration comme Prêt-à-manger ou des chaînes de distribution spécialisées comme Maison du Monde. Avec un certain nombre de
de leviers, de défis à relever et de leviers à activer, par exemple sur les formulaires papier. Moi, c'est toujours quelque chose qui me surprend quand je vois des équipes fonctionner encore avec des formulaires papier. Est-ce que ces équipes-là sont minoritaires ou majoritaires? C'est-à-dire, quelle est la part de vos clients quand vous arrivez qui sont encore au formulaire papier? Alors, les choses évoluent. Hein. Ouais. Depuis 7 ans, on a vu les choses beaucoup évoluer sur la question. Il y a encore beaucoup de papier dans les magasins, dans les restaurants, pour gérer des procédures, gérer des formulaires. Mais effectivement, l'idée de Ubix, c'est de digitaliser l'ensemble de ces processus-là. Donc, quand on arrive chez nos clients, on vient digitaliser les processus existants, que ce soit les checklists, les formulaires qu'on imprime, qui sont envoyés du siège pour envoyer des instructions sur les points de vente. Et on vient digitaliser tout ça. On a par exemple des clients qui ont réduit de 90% leur consommation de papier dans l'ensemble de leur réseau de magasins grâce à Ubix. Donc c'est bien entendu bon pour la planète. Oui, effectivement, c'est un premier impact. Moins de mails aussi. J'ai lu ça, alors j'ai pas bien compris pourquoi. Ouais, l'email, c'est un peu l'ennemi des équipes sur le terrain qui n'aiment pas recevoir des mails. C'est pas un outil qui est très adapté à leur quotidien. Donc en général, quand on met en place Ubix chez un client, on s'accompagne de politiques de zéro email. Donc on vient vraiment remplacer la communication traditionnelle, un peu asynchrone via les emails, par une communication qui est directe, hyper ciblée. Donc le siège peut cibler l'ensemble de ses collaborateurs ou parler seulement à des chefs d'équipe dans un magasin en particulier. Alors, il y a l'impact environnemental, on l'a vu, moins de papier pour vos clients. Est-ce qu'il y a un impact sociétal aussi dans l'action que Ubix peut mener? Je dirais que le grand impact sociétal de Ubix, c'est de remettre un peu les équipes terrain sur le devant de la scène. On l'a vu pendant l'épisode Covid, c'est des populations qui sont essentielles à l'économie et qui sont parfois un peu sous-estimées dans leur rôle. Donc l'idée, c'est de vraiment redonner la fierté aux équipes terrain en leur fournissant un outil de travail qui leur donne une voix, une présence dans l'entreprise. Nous, en 2022, on avait interrogé 1500 collaborateurs qui travaillent dans des restaurants ou dans des magasins et on voyait qu'il y avait un grand nombre d'entre eux qui se sentaient pas forcément considérés par leur entreprise, souvent très peu formés, qui n'avaient pas forcément de voix au chapitre. Donc c'est l'idée d'Ubix, c'est vraiment de redonner de la fierté à ces équipes qui travaillent sur le terrain. Ça passe par la formation, ça? Vous y participez aussi? Ça fait partie des offres de services de Ubix? Nous, on permet à nos clients de digitaliser la formation et de la rendre hyper facile d'accès pour les équipes, que vous soyez un responsable de boutique, un vendeur, un opérateur dans un magasin, sous forme de petits formats de formation hyper accessibles, hyper ludique, et donc ça rend sur la même plateforme en fait. Exactement, ça rend la formation hyper facile d'utilisation et ça rend l'aspect par exemple de l'onboarding des nouveaux collaborateurs. Vous arrivez dans une entreprise, plutôt que d'être un peu laissé après une semaine avec un binôme, de laisser comme ça dans le restaurant, vous avez des formations qui vous arrivent en permanence, qui vous aident à comprendre l'entreprise, à comprendre ce qu'on attend de vous. Et ça, c'est hyper important pour le sentiment d'appartenance des collaborateurs dans les magasins et dans les restaurants. Voilà, et avec des innovations qui continuent, avec une nouvelle offre qui s'appelle Ubix Neo. Merci beaucoup Jean-Charles Lepetit, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut, belle journée.